Très bien, les amis. Bon mardi à tous. Et oui, c'est parti. Je suis tellement excitée. Vous n'avez aucune idée à quel point j'avais besoin de cette victoire. J'avais besoin de cette victoire aujourd'hui parce que hier, je pleurais dans ma chambre à cause des gaz coincés de mon bébé. J'étais vraiment au plus profond des montagnes russes émotionnelles du postpartum, sans aucune fin en vue, et puis, ma chance a tourné d'un coup, les amis. Il est là, ça se produit. Mesdames et messieurs, il semblerait que Blake Lively ait abandonné 2 de ses accusations, et je vous parlerai des autres. Alors, bienvenue à nouveau à Candace. Que dire d'autre, si ce n'est qu'hier était une journée mémorable. Je viens de passer une journée. Vous savez ce que je veux dire? Des larmes coulent sur mes joues. J'étais Kim K. Pleure. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants ou qui n'envisagent pas d'en avoir, les premières semaines avec un nourrisson sont vraiment difficiles. Et l'une des difficultés est qu'ils n'en sont pas capables, leur estomac n'étant pas encore formé. Il arrive donc que des gaz restent piégés, provoquant des douleurs atroces et des cris. Et mon fils, Roman, mon petit Roman, pleurait et hurlait de douleur pendant 3 heures. C'était devenu tellement insupportable que j'ai appelé le pédiatre et le pédiatre m'a dit « Eh bien, vous savez, il n'y a rien à faire. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste commencé à pleurer. J'ai juste commencé à pleurer à chaudes larmes. Je voulais juste que ça s'arrête. Rien n'allait. Et puis soudain, il y a eu un soulagement. Si vous n'avez jamais pleuré à cause des gaz d'un bébé, tant mieux. Ça ne vous parlera pas. Mais moi, j'étais là. Merci. C'est fini. Et puis, en moins de 20 minutes, je reçois un message texte. Et je veux dire, tout commence à aller mieux. C'est comme une tempête. Et soudain, les nuages se sont dissipés. Et le soleil perce à travers. Le message dit « Et aussi, oui, Blake Lively abandonne 2 de ses plaintes contre Justine Baldoni. » J'étais là. Oui, on est vraiment de retour. J'ai dit à Roman, qui était complètement endormi et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais c'était la personne avec qui j'étais. Et j'étais tellement impatient de lire l'article, évidemment. Grosse nouvelle. Blake Lively a abandonné 2 des accusations contre lui, celles qui concernaient la détresse émotionnelle. Ce qui veut dire que nous sommes proches, mesdames et messieurs, nous nous rapprochons de plus en plus de la fin inévitable de ce procès. Parce que cette allégation unique, n'est-ce pas, la détresse émotionnelle, l'infliction de détresse émotionnelle, était peut-être la plainte la plus constante de toute sa procédure. Je vais d'ailleurs vous rappeler ces premières accusations parce que nous sommes maintenant très loin dans le temps depuis les premiers dépôts. Beaucoup de dépôts ont eu lieu depuis sa première plainte à New York. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Au début, Blake a énuméré 13 chefs d'accusation contre Wayfarer Studios, dont beaucoup incluaient Jennifer Abel, qui était la responsable des relations publiques, auparavant chez Jones Work, et Melissa Nathan, qui est la spécialiste des relations publiques de crise. Donc, si je vous demandais maintenant, en revenant sur ce premier dépôt de plainte, si je vous disais maintenant « Salut les gars, quoi de neuf? C'est mardi. Jouons à un jeu à boire. » À chaque fois que Blake Lively utilise le mot « souffrir » ou « angoisse mentale » dans cette plainte ou « détresse émotionnelle », prenez un shot. Je ne plaisante pas, vous en mourriez. Vous en mourriez. Vous seriez mort avant 18 heures, heure de la côte Est. Donc, ne jouons pas à ce jeu. Je vais simplement vous donner la réponse. Dans ce premier dépôt de plainte, Blake Lively utilise le terme, ou plutôt le mot « souffrir » 31 fois. 31 fois le mot « souffrir » ou « souffrance » ou une variation de ce mot. Elle utilise le mot « émotionnel ». 30 fois et « détresse » 18 fois dans tout ce dossier. Plus précisément, dans les 13 premiers chefs d'accusation, elle fait référence à son état d'angoisse et d'émotion dans 10 des plaintes. Donc, dans 10 des 13 plaintes, elle se décrit comme étant angoissée et dans un état émotionnel. Et elle demande spécifiquement au jury, plus tard, de lui accorder des dommages-intérêts punitifs à cause de cela. Un état émotionnel parce qu'elle était tellement bouleversée émotionnellement, elle a besoin d'argent, d'accord? Et je vais simplement vous donner, voici les 13 plaintes, au cas où vous ne vous en souviendriez pas. Pourquoi vous en souviendriez-vous? Les voici. Et je vais passer en revue le langage qu'elle répète dans chacune de ces plaintes. Nous avons la première cause d'action, qu'elle qualifie de harcèlement sexuel, ce qui constitue une violation du titre 7. Et elle affirme qu'elle a été victime de discrimination en violation du titre 7. Elle a été soumise à du harcèlement et à la création d'un environnement de travail hostile en raison de son sexe et de son genre.
Elle poursuit en disant qu'elle a subi et continue de subir d'importants préjudices, y compris, mais sans s'y limiter, une détresse émotionnelle et une douleur intense, de l'humiliation, de l'embarras, du rabaissement, de la frustration et une souffrance mentale. Et elle a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts punitifs dont le montant sera déterminé lors du procès. D'accord. La deuxième cause d'action concerne les représailles et la violation du titre 7. Elle affirme qu'il s'agissait d'une pratique d'emploi illégale pour tout employeur de discriminer une employée parce qu'elle s'opposait à leur pratique interdite par le titre 7. Elle continue de répéter cette affirmation. Cela a créé un environnement de travail hostile. À cause de cela, elle a subi et subit encore d'importants préjudices, notamment une détresse émotionnelle sévère, de la douleur, de l'humiliation, de l'embarras et de la frustration. Encore une fois, d'accord? Et il y a la troisième cause d'action. Elle la mentionne à nouveau. Exactement les mêmes termes. Elle souhaite que ces dommages soient prouvés lors du procès. Dans la quatrième cause d'action, elle l'énonce encore une fois. Qu'elle continue de subir d'importants préjudices, y compris, mais sans s'y limiter, une détresse émotionnelle sévère, de la douleur et de l'humiliation. La cinquième cause d'action concerne les représailles et la violation du Code du travail californien. Elle répète encore une fois qu'elle a souffert et qu'elle doit donc être indemnisée pour sa détresse émotionnelle sévère et sa douleur. Dans la sixième cause d'action, elle l'énonce à nouveau. Elle les accuse de ne pas avoir enquêté ni prévenu. Le harcèlement présumé. Mais bien sûr, parce qu'elle a vécu cela, elle veut qu'il paie pour la détresse émotionnelle sévère. Maintenant, je dirais que cela n'est pas mentionné dans la septième cause d'action. Ce n'est pas mentionné dans la huitième cause d'action et ce n'est pas mentionné dans la neuvième cause d'action. Skylar, si tu reviens à la liste des actions, je peux simplement leur montrer. Donc, cela n'est pas mentionné dans 3 des 13 causes d'action, les 7e, 8e et 9e. Elle ne dit pas qu'elle a subi une détresse émotionnelle et mérite donc de l'argent. Ensuite, elle y revient directement dans les 10e et 11e causes. Maintenant, ce sont les plus notables parce qu'elle vient tout juste de les abandonner. D'accord? L'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. C'est la 10e cause d'action. Et la 11e cause d'action qui est la négligence. En raison de leur négligence, ils lui ont infligé une détresse émotionnelle. Elle a maintenant abandonné ces 2 revendications. D'accord. Ensuite, dans la 12e cause d'action. Encore une fois, elle confirme c'est une survivante. Et elle a souffert et continue de souffrir de chagrin et d'anxiété à la suite du changement quasi du jour au lendemain dans l'opinion publique et le sentiment du public à son égard. Et puis, enfin, dans cette 13e cause d'action, elle affirme à nouveau avoir souffert de détresse émotionnelle, d'humiliation et de honte. Et, d'accord, vous avez compris. Je passe tout cela en revue pour que vous compreniez combien de fois elle a déclaré avoir été en détresse émotionnelle. Alors, pourquoi abandonne-t-elle soudainement ces 2 revendications les plus pertinentes? D'accord, ces 2 revendications, où il est clairement indiqué qu'elle a subi, qu'ils lui ont infligé toute cette détresse émotionnelle. Et la réponse est simple. C'est évident. C'est ce que j'ai dit qui allait arriver depuis le début. C'est à cause de la phase de découverte. D'accord, l'équipe de Baldoni, évidemment, vous vous préparez pour ce procès. Elle demande de l'argent. Elle réclame ses dommages-intérêts. Elle affirme qu'elle a été tellement lésée. Le langage est très fort. Je veux dire, c'est un procès très dramatique. Je veux dire, même si vous lisez le numéro, le 10e motif d'action, dit-elle, et elle accuse cette Jennifer Abel d'avoir eu une conduite extrême et scandaleuse envers Madame Vivant. Ce comportement était si extrême qu'il dépassait toutes les limites habituellement tolérées dans une société civilisée. Remarquez la force de ce langage? Elle affirme que ce comportement était tellement scandaleux et extrême qu'une société civilisée dirait que c'est tout simplement inacceptable. Cela a dépassé les limites de ce que nous considérons comme civilisé. C'est à quel point elle a souffert. Et maintenant, elle se dit, OK, je ne veux plus dire cela en ce qui concerne ces 2 réclamations, parce que soudainement, l'équipe de Baldoni dit, OK, voyons vos dossiers médicaux. Évidemment. Tellement d'émotions, vous ne pouvez pas sortir du lit, vous êtes malade, vous ne pouvez ni manger, ni dormir. Vous savez, voyons, si vous consultiez un psychiatre à ce moment-là, un thérapeute à ce moment-là, peut-être qu'un médecin vous a prescrit du Xanax pour gérer vraisemblablement toute cette anxiété qu'une société civilisée considérerait comme « Oh mon Dieu, nous n'avons jamais rien vu de tel ».
C'est en dehors de tout ce que nous avons pu voir. Nous avons vu des meurtriers et des tueurs. Mais ce qu'elle vit ici, cette mauvaise publicité. Oui, non, c'est la pire chose que nous ayons jamais vue. Oui, montrez-nous ça. Et ils ont déposé une requête depuis qu'ils lui ont demandé de leur soumettre cela. Dites-nous qui sont vos médecins. Nous allons évidemment demander une autorisation HIPAA. Elle dit « Non, pas question. Je ne vais pas signer une autorisation de confidentialité HIPAA. » Et donc, l'équipe Baldoni dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas signer une autorisation. Tu dois évidemment prouver tes affirmations. » Alors, ils vont voir le juge. Ils vont voir le juge Lehman et déposent cette requête, disant essentiellement qu'ils veulent que le juge l'oblige à signer une autorisation de confidentialité HIPAA. Vous savez, signez ceci, et vous serez alors obligé de partager ces informations. Ensuite, l'équipe de Lively revient et indique « OK, non, 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 nous allons simplement abandonner complètement les demandes 10 et 11. Donc, vous n'avez plus besoin que nous signions cette autorisation. Mais nous allons les abandonner sans préjudice, ce qui signifie que nous pourrons revenir et les redéposer plus tard, probablement une fois la période de découverte terminée. » Et l'équipe de Baldoni a répondu « Pas question. D'accord, ils sont allés voir le juge et ont dit que c'était ridicule. Elle accepte seulement d'abandonner les demandes, ce qui signifie qu'elle a le droit de les redéposer à l'avenir. Non, s'il vous plaît, forcez-lui la main ici. Ce n'est pas juste. Donc, évidemment, l'équipe de Blake Lively fait ce qu'elle fait toujours et les accuse de faire un coup de publicité en disant qu'ils n'ont pas besoin de cela. Ils veulent que la requête soit complètement rejetée. Ils ne veulent pas que la communication des dossiers médicaux soit ordonnée et ils aimeraient que tout cela soit rejeté. Et le juge Lehman vient tout juste de revenir et il a clairement statué en faveur de l'équipe Baldoni. Il dit en substance, par le biais d'une ordonnance, que nous pouvons afficher, et vous pouvez voir le libellé, qu'il a tamponné. Et il ne va pas, pour l'instant, la contraindre à signer la décharge de confidentialité HIPAA, bien qu'il s'attende pleinement à ce qu'elle le fasse. Par conséquent, abandonner toutes les réclamations pour détresse émotionnelle. Il s'engage ici même à ce que, si Blake Lively ne procède pas à l'abandon des réclamations pour détresse émotionnelle, il ne lui permettra pas de présenter la moindre preuve de sa prétendue détresse émotionnelle pendant tout le procès. Il dira au jury que nous n'autorisons absolument pas ces preuves. C'est donc une victoire majeure, vraiment majeure, pour l'équipe Baldoni. Parce que tout au long de cette affaire, comme nous venons de le voir, ils ont en fait complètement démoli leur propre procès. Donc je me dis, si vous êtes dans l'équipe Baldoni, comment allez-vous réagir à cela? J'étais curieux de voir comment leur équipe allait essayer de présenter cela autrement que comme une lourde défaite, mais qui va dans la bonne direction pour nous. Nous soutenons tous l'équipe Baldoni et, chose remarquable, les avocats de Lively, Ezra Hudson et Mike Gottlieb. Ils sont venus dire que la raison pour laquelle ils abandonnent certaines de ces accusations, c'est qu'ils sont simplement, je cite, en train de rationaliser et de recentrer son dossier. Je ne plaisante pas. Genre, nous abandonnons ces accusations parce que nous sommes simplement en train de rationaliser et de nous concentrer sur d'autres aspects de cette affaire. Voici la déclaration complète, parce que je veux que vous voyez à quel point c'est ridicule. Il est écrit, encore une fois, il s'agit d'une étape de procédure tout à fait courante dans un procès, qui est utilisée ici comme un coup de communication. OK, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Ils nous prennent tellement pour des idiots qu'ils veulent nous faire croire ça. Une étape courante dans une procédure judiciaire, c'est d'abandonner des parties de votre dossier. Donc, vous avez déposé ça et ensuite vous avez dit, finalement, on va laisser tomber parce que c'est juste la routine. Les gens veulent juste gaspiller de l'argent en frais d'avocat. Ils veulent faire perdre du temps au juge. Ils veulent déposer toutes ces plaintes juste pour ensuite les abandonner. Une étape de routine dans le processus. Il poursuit en disant, nous faisons ce que font les avocats plaidants. Nous préparons notre dossier pour le procès en le simplifiant et en le recentrant. Eux, ils font ce qu'ils font, cherchant désespérément un énième tour de couverture dans les tabloïds. La stratégie de Baldoni Wayfarer consistant à déposer des plaintes en représailles les a exposés à de nouvelles demandes de dommages-intérêts de grande ampleur en vertu de la loi californienne, rendant certaines des affaires de Madame. Les affirmations initiales de Lively ne sont plus nécessaires. MS, Lively continue d'invoquer une détresse émotionnelle dans le cadre de nombreuses autres allégations contenues dans sa plainte, comme le harcèlement sexuel et les représailles, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires supplémentaires massifs pour toutes ces réclamations. D'accord. Alors, je tiens à ce que vous sachiez encore une fois qu'ils nous prennent pour des imbéciles. En disant, eh bien, qu'en est-il des autres allégations qui évoquent sa détresse émotionnelle?
Cela prouve-t-il que nous prenons cela au sérieux? Non, cela montre que vous pensez que nous ne sommes pas capables de lire la plainte. D'accord, Mike Godley, nous ne sommes pas aussi stupides. Je veux que tu le saches. Mike le sait parfaitement. Qu'ils ne peuvent désormais plus obtenir de dommages-intérêts punitifs pour les allégations de détresse émotionnelle mentionnées dans les 11 causes d'action restantes. Mais il va le laisser parce que cela semblerait ridicule s'ils modifiaient complètement leur plainte. Ce serait essentiellement une grande victoire pour l'équipe Baldoni de l'emporter. Donc, à la place, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Eh bien, nous l'avons toujours dans les 11 autres allégations, mais cela n'a pas d'importance. Ils ne peuvent pas gagner là-dessus. » Mais les autres allégations contiennent d'autres accusations sur lesquelles ils pourraient encore obtenir des dommages-intérêts. Laissez-moi être clair sur ce que je dis, car je peux simplement vous montrer pour que ce soit plus compréhensible. Regardons cette première cause d'action, d'accord? Il s'agit de harcèlement sexuel en violation du titre 7, comme nous l'avons dit. Donc, l'équipe de Blake, si vous regardez 234,234 ici. Ils disent qu'en conséquence directe, prévisible et immédiate de cette conduite illégale et discriminatoire, nous avons subi et continuons de subir d'importants préjudices, y compris, mais sans s'y limiter, une détresse émotionnelle sévère. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner là-dessus. Mais ce n'est pas la seule allégation qu'ils avancent. Descendez à 236. Dans le point 236, il est dit que les défendeurs dans... Ça se termine par 1, les défendeurs. Ça se termine par US. Movie, LLC et Wayfair ont intentionnellement violé les droits de Mme Lively. Les droits de Mme Lively sous le titre 7 ont été violés avec malveillance ou indifférence délibérée, donc ils sont responsables de dommages-intérêts punitifs. Ces réclamations distinctes, nous pouvons obtenir des dommages-intérêts punitifs, mais il est peu probable de gagner sur le point 234. Donc, ils essaient juste de sauver la face publiquement ici en n'anéantissant pas complètement le procès. Mais c'est une perte énorme. Si je regarde ça, je me demande, qu'est-ce qu'il reste de ce procès? Si vous retirez la détresse émotionnelle, qu'est-ce qu'il reste réellement? Et ce qu'il reste, c'est la possibilité pour eux de prouver qu'il y a eu une sorte de campagne de relations publiques coordonnée. En gros, ils peuvent rattacher cette prétendue campagne de relations publiques coordonnée contre Blake Lively à des pertes de revenus. Par exemple, elle a perdu en réputation. Maintenant, elle ne peut plus être engagée pour des films. Et nous sommes capables de le prouver. Melissa, Nathan et Jennifer Abel se sont coordonnés avec Wayfarer Studios pour faire détester Blake Lively par le public. C'est la seule partie vraiment substantielle de l'affaire qui reste. Et jusqu'à présent, et on est déjà bien avancé dans la procédure, elle n'a pas produit la moindre preuve allant dans ce sens. C'était juste sa paranoïa. Toute cette poursuite judiciaire n'est que le fruit de sa paranoïa, parce qu'elle est tellement narcissique qu'elle ne pouvait pas croire que le public n'aimait vraiment pas son comportement. Et donc, dans sa tête paranoïaque, elle a inventé tout ça avec son mari psychopathe. Prétendument, c'est un psychopathe. Je dis bien prétendument un sociopathe, peu importe ce qui se passe. Ils ont inventé cette idée selon laquelle cela devait forcément venir d'agents de relations publiques et de Justine Baldoni, qu'il aurait intentionnellement voulu ruiner sa réputation et, ce faisant, saboter son propre investissement dans le film, ce qui est franchement ridicule. Ils vont donc maintenant devoir essayer de rendre réelles les ombres sur le mur. Cela semble être une tâche particulièrement ardue. Et comme je l'ai dit, je pense que nous nous rapprochons de plus en plus du moment où cette plainte sera complètement abandonnée. Mais je ne sais pas ce qu'ils font ici. J'imagine qu'ils écoutent leurs avocats, qui essaient simplement de faire grimper la facture, n'est-ce pas, en accumulant les coûts ici, comme le font parfois les avocats. Si on laisse les avocats tranquilles, ils continueront à faire leur travail d'avocat et ils se rendent compte que cette cliente, elle et Ryan, ont de l'argent illimité. Pratiquement de l'argent illimité pour continuer cette mascarade. Alors ils vont dire, non, on peut déposer ça, on peut faire ça. Et je pense qu'à ce stade, ils essayent juste d'obtenir autant d'argent qu'ils peuvent, parce qu'un bon avocat leur dirait que c'est perdu d'avance. C'est quasiment perdu. Et en plus de ça, non seulement vous allez perdre devant le tribunal, mais vous allez aussi perdre devant le tribunal de l'opinion publique. C'est-à-dire que toute votre réputation est en train de couler. Que faites-vous ici? Ils essaient de sauver la face, mais il est maintenant trop tard. D'ailleurs, en plus de cela, quelqu'un, je crois que c'était Skyler qui me l'a fait remarquer, Skyler, mon producteur, me l'a fait remarquer. Un avocat qui travaillait auparavant pour le cabinet d'avocats de Taylor Swift, membre du groupe Venable LLC, est intervenu. Elle s'appelle Ellen S. Garofalo.
Elle travaillait chez Venable LLP, une société en commandite simple. Et elle a été l'une des anciennes représentantes juridiques de Swift. De 2018 à 2021, elle a maintenant rejoint l'équipe de défense de Baldoni. Elle fait désormais partie de l'équipe Wayfarer dans ce procès. Et elle a déclaré qu'elle s'était sentie obligée de rejoindre l'affaire, je cite, « après avoir examiné les circonstances, ressentant fortement qu'une injustice était en train de se produire et que sa participation pouvait faire une réelle différence. » Vous comprenez ce qui se passe ici? Maintenant, cela pourrait n'être qu'une coïncidence. Ou bien, cela pourrait être Scott Swift et Taylor qui essaient encore de dire ce qu'ils ont à dire, tout en gardant les mains propres. C'est une stratégie, non? Elle travaillait auparavant pour Taylor Swift. Maintenant, elle travaille pour l'équipe Baldoni dans une situation normale. Si Taylor Swift pensait vraiment que Blake Lively avait subi ce harcèlement, sa meilleure amie, dont elle est la marraine des enfants, Taylor Swift aurait appelé la police. Elle a beaucoup de pouvoir. Il gagne probablement des tonnes d'argent grâce à elle et on dit, tu sais, ça ne peut pas arriver, ce serait ridicule. Ne laissez pas cela arriver. Elle peut passer un coup de fil. C'est un peu comme si tout était écrit d'avance ici. Taylor Swift est clairement dans le camp Baldoni. Et cet avocat fait une déclaration que, selon moi, on peut vraiment rattacher à toute l'atmosphère et l'état d'esprit de l'équipe Swift, qui a le sentiment d'avoir presque, tu sais, été passé à la moulinette ici. Parce qu'ils ont effectivement été menacés, soi-disant menacés de devoir soutenir publiquement Blake Lively. Et si tu dois menacer tes amis pour qu'ils te soutiennent, c'est probablement parce que tu ne dis pas la vérité. Maintenant, je dois te dire. Je ne veux plus du tout qu'ils abandonnent ce procès, parce qu'on en a tous les jours. Ça nous en donne juste un peu plus à chaque fois. Et à moins qu'ils ne fassent un vrai mea culpa, je veux vraiment que Justin Baldoni obtienne une victoire totale. Et Steve Sarowitz, une victoire pleine et entière aussi. Parce que ce qui a tendance à se passer, c'est que les gens oublient. Et je pense que c'est le jeu auquel ils jouent. Ils veulent que les gens se lassent. Ils veulent que les gens se lassent des gros titres, se lassent des dépôts de plaintes pour que plus personne ne fasse attention. À quel point ce qu'ils ont essayé de faire à Justin Baldoni était odieux. Ça arrive. On doit tous faire face à ça. C'est comme si on était très apathique. On a une culture. C'est tellement TDAH, non? On est constamment distrait. Il se passe toujours autre chose. On est outré par autre chose. On passe à autre chose et on se dit, bon, je n'ai plus envie d'en parler. Et ça permet aux méchants de gagner, non? Les méchants ont une sacrée endurance quand il s'agit de faire le mal. Je peux vous l'assurer. J'ai vécu ces choses-là. Ils ont une sacrée endurance pour le mal et ils comptent sur le fait que le public passe à autre chose. Et c'est pour ça, dans un cas comme celui-ci, quand on est face à un acte de pure méchanceté commis contre quelqu'un d'aussi gentil que Justin Baldoni, il faut rester mobilisé. Et il faut continuer à mettre la pression publiquement. Donc, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Je veux que vous sachiez qu'on en a déjà réglé 2, il en reste 11 chefs d'accusation à traiter avant de rendre justice à Justin Baldoni. Avant que je vais aussi lire certains de vos commentaires. Je veux quand même vous raconter quelque chose qui m'a fait tellement rire aujourd'hui en changeant complètement de sujet, évidemment, en revenant à la gifle de Brigitte et à tout ce qui arrive à Emmanuel Macron et Brigitte. Il y a une équipe, le PSG, je dois vérifier. C'est vrai, je ne connais rien au soccer qu'ils appellent football. Je ne suis pas du tout le sport. Mais il y a 2 joueurs dans l'équipe du PSG, c'est l'équipe parisienne, l'équipe de football Paris Saint-Germain. Et ils s'appellent Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. Et Brigitte passe un peu en revue la file en serrant la main de l'équipe. Et quelqu'un a capturé ce moment, où ces 2 joueurs, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez, regardent Brigitte d'une manière qui suggère qu'ils ont vu ma série sur Brigitte Macron. On voit clairement qu'ils se posent des questions avec leurs expressions. Regardez ce passage. Regardez ces 2-là. C'est tellement bien. Regardez-les, ralentissez. Oui, on peut voir le ralenti. Ils regardent juste comme si, est-ce que tu es... Cette perruque? Ils jettent un peu un regard en coin. Et donc ce clip est devenu complètement viral sur Internet. On m'a tagué dessus encore et encore. Je voulais vous dire que je l'ai vu. Et ça m'a fait rire. Et il se passe tellement de choses en coulisses. J'ai bien l'intention de faire une saison 2 de Becoming Brigitte parce que, comme je l'ai dit, on a laissé beaucoup de choses de côté. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis cette décision malheureuse de m'envoyer une lettre chez moi alors que j'étais enceinte de 7 ou 8 mois. Et je dois vous le dire, je dois dire à tout le monde ce qui s'est passé.
Et ça va, vous allez juste être choqué. Vous n'allez tout simplement pas croire ce que je vais vous raconter. Vous allez penser que j'invente tout ça. Et je vous le promets, je n'invente rien de tout cela. Alors restez à l'écoute, car la saison 2 de Devenir Brigitte arrivera quand je serai officiellement de retour de mon congé maternité, et pas seulement pour raconter des anecdotes amusantes. Très bien, je veux aussi remercier mes sponsors pour l'épisode d'aujourd'hui, Gold Co, parce que vous en avez peut-être entendu parler. Ron DeSantis a signé une loi qui reconnaît l'or et l'argent comme monnaie légale dans l'État de Floride, les exemptant de la taxe de vente. Oui, cette loi doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de ratification par la législature de l'État. Alors, pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, le gouverneur DeSantis l'a expliqué en disant, je cite, « C'est notre capacité à vous offrir la liberté financière pour que vous puissiez vous protéger contre la dépréciation du dollar. » J'imagine que toute cette inflation, l'explosion de la dette nationale et la récente dégradation de la note de crédit des États-Unis lui ont peut-être ouvert les yeux. Parce que c'est exactement pour cette raison que je me suis associé à une entreprise de métaux précieux. Les signes avant-coureurs étaient là depuis longtemps déjà. Si vous voulez en savoir plus sur comment l'or et l'argent peuvent protéger votre argent, contactez mes partenaires chez Goldco. Excellente entreprise confiance. Ils m'ont énormément aidé. Visitez candicelakesgold.com pour recevoir gratuitement un kit or et argent 2025. Découvrez aussi leur offre bonus argent illimité. Rendez-vous sur candicelakesgold.com. Encore une fois, c'est candicelakesgold.com. Je vous rappelle aussi toujours American Financing parce que tout le monde le ressent. C'est l'inflation. Elle ronge tout. Essence, course, réparation. Si vous êtes propriétaire, vous vous êtes sûrement déjà demandé « Devrais-je appeler American Financing pour refinancer et rembourser cette dette de carte de crédit ?» Mais vous hésitez peut-être à cause du taux hypothécaire bas dont vous profitez. Pourtant, ce taux bas ne vous fait pas économiser si vous vous noyez dans des taux d'intérêt de carte de crédit à 25% ou plus. C'est le calcul que personne veut affronter. En fait, cela coûtera des milliers de dollars. Voici la vérité. On fait le minimum. Si vous ne payez que le minimum sur cette carte de crédit, cette dette va vous suivre pendant des années. C'est pourquoi les gens appellent American Financing, car ils font économiser en moyenne 800 dollars par mois à leurs clients en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à votre famille de vérifier si c'est possible. Il n'y a pas de frais initiaux, aucune pression. Cela ne vous coûtera rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing maintenant. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net. /Owens. Bon, je meurs d'envie de savoir ce que vous en pensez. D'accord, je vais passer à la section des commentaires parce que, encore une fois, ce sont nos épisodes plus courts pendant que je suis en congé maternité. Mais je veux quand même vous rappeler que vous pouvez précommander mon 2e livre. Enfin, le 2e livre est là. Faites-lui un sandwich. Il suffit d'aller sur candiceowens.com. Et pendant que vous y êtes, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Et regardez l'interview virale de Harvey où je parle avec Harvey Weinstein. Vous pouvez regarder gratuitement si vous êtes déjà membre ou si vous souhaitez simplement voir l'interview, vous pouvez l'acheter en pay-per-view. Donc c'est fantastique. Seulement 4,99 $, candiceowens.com. Alors, qu'en pensez-vous? Quels sont d'ailleurs les sujets qui vous préoccupent en ce moment? On passe au premier commentaire de Catalina. Elle dit « Salut Candace. Je me demandais si, en rejoignant le club de lecture maintenant, j'aurais accès à tout ce que j'ai manqué avant de m'inscrire. Je pense que la réponse à cela est « Skylar dit « Oui, vous pouvez regarder tous les anciens épisodes. » Voilà donc votre réponse. Si vous rejoignez, alors oui, vous pouvez regarder les anciens épisodes du club de lecture que nous avons continué pendant le congé maternité. C'est fantastique. Je dois juste vous dire que les sujets que nous abordons, que je ne peux pas forcément traiter dans l'émission, nous sommes en plein dans les théories du complot. On est littéralement plongé dedans, on lit des choses, on remonte dans l'histoire, on essaie de comprendre ce qui est abordé. Beaucoup de choses. En rapport avec l'occultisme. Je suppose que vous avez probablement lu le premier livre et que vous voyez où cela mène. Mais oui, vous pouvez rejoindre et regarder les anciens épisodes. D'accord. Catholic Mom of Five écrit « Je suppose que Ryan Reynolds prend récemment ses distances et rejette tout sur Blake. » Je suis d'accord avec toi, Candace. Donc je pense que c'est lui qui était le moteur derrière tout ça. Je n'ai lu ça nulle part. Évidemment, je n'ai pas vraiment suivi l'actualité pendant mon congé maternité. Ce serait tellement approprié. Si Ryan prend maintenant ses distances et rejette la faute sur Blake,
parce que, comme nous l'avons diagnostiqué et comme nous avons observé son comportement au fil des années et qu'il a lui-même reconnu son propre comportement. Il n'assume jamais la responsabilité de quoi que ce soit qu'il fait. Il y a toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Quelqu'un a fait quelque chose de mal. Et oui, il prend vraiment cher publiquement parce que personne ne s'était vraiment rendu compte qu'il pouvait être aussi vicieux. Les gens pensaient juste qu'il était drôle et qu'il faisait seulement du cosplay de sale type. Et il s'avère qu'en réalité, c'est vraiment un sale type. Donc oui, je peux tout à fait l'imaginer en colère, s'en prenant à Blake et à tout le monde, probablement à son équipe de relations publiques, à ses avocats, à tout le monde. Et je pense qu'il serait clairement le moteur qui continue d'alimenter tout ça. OK, Blee McKay écrit « C'est ridicule à ce stade ». Et pourquoi ne veut-elle tout simplement pas laisser tomber et admettre qu'elle a menti? Je ne sais pas. Elle est allée trop loin. Elle prie peut-être pour que le juge classe l'affaire. Comme ça, elle pourra dire « Tu sais que justice n'a pas été rendue ici. Tu sais, le juge a abandonné cette affaire. » Et c'est vraiment triste. Peut-être qu'elle attend qu'il revienne et abandonne l'affaire. C'est la seule conclusion logique à laquelle j'arrive. Je pense qu'au début, ils étaient vraiment perchés sur leur dragon imaginaire, tu vois, et elle pensait vraiment qu'elle pourrait forcer la main de Taylor Swift. Peu importe que ce soit vrai ou faux, si c'est soutenu par la puissance de Taylor Swift, ça va forcément avoir un effet durable, non? On en a déjà parlé dans des épisodes précédents, et quand ça a échoué, qu'est-ce qu'on a dit? C'était genre en février, quand leur relation s'est terminée après la prétendue menace. Scott Swift est la personne qui fait cette allégation. Je fais confiance au fait qu'il ne dirait pas ça si ce n'était pas vrai. Mais oui, je pense que depuis, les choses sont devenues un peu plus sombres. En février, les choses se sont vraiment envenimées et maintenant, ils sont allés trop loin. Et ils vont dépenser beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent ici, et perdre toute leur réputation. Ou ce qu'il reste de leur réputation, ce qui est pratiquement rien. Il ne reste plus rien. Voxy écrit « Candace fait un réseau avec Yann. » Oh les gars, je ne veux vraiment pas avoir de réseau. J'adore vraiment avoir Yann. J'aimerais qu'il habite à côté. Je sais que certains d'entre vous disaient « Toi et Yann devriez faire un épisode tous les vendredis. » Je m'engagerais à 100% avec vous si Yann habitait à côté. Je crois vraiment en... Surtout dans cette nouvelle ère des médias, l'indépendance, c'est le pouvoir. Et je ne veux jamais que quelqu'un ait l'impression d'être redevable à mes idées. Je ne veux jamais que mes idées dépendent de celles de quelqu'un d'autre. Et je veux pouvoir avoir la liberté de dire ce que j'ai envie de dire, sans un système de contrôle et d'équilibre, ni devoir courir voir le patron. J'aime que mon mari soit mon patron en ce moment. Ça me convient. Et je pense qu'avec Yann, je veux l'encourager, lui et tout le monde, à être indépendant et à faire ce que nous faisons déjà. Nous collaborons déjà, nous travaillons ensemble. Comme je l'ai dit, si tu habitais à proximité, j'en ferais une présence permanente. Et je suis ravie que vous appréciez autant son travail. Il fait un travail formidable sur toutes les analyses approfondies. Et je pense qu'il est excellent. Je le suis sur TikTok et il a commencé dans les rayons des supermarchés et maintenant il est ici. Tu sais, Virginia écrit « J'ai hâte d'entendre ton avis sur le procès de Diddy. Retourne regarder cet épisode qui s'est terminé de façon marquante. Je crois que c'était il y a environ 10 jours, peut-être un peu moins, où l'on a révélé tous les chiens qui n'avaient pas aboyé. Et nous avons été très clairs, ou j'ai été très clair sur mon point de vue à ce sujet. Il a été très clair sur son point de vue à ce sujet. Si vous passez sur YouTube et que parfois vous pensez ne pas voir mes vidéos, allez sur l'onglet « En direct », l'onglet « Live ». Donc, si vous allez dans les vidéos, vous ne le verrez pas, mais il y a l'onglet « En direct ». Et c'est là que toutes nos émissions se trouvent, parce qu'on fait ça en direct tous les jours. Ce n'est pas préenregistré. Rafi TV écrit « J'espère que tu sais combien de musulmans t'aiment. » Oui, évidemment, depuis que j'ai pris la parole et traversé beaucoup de choses pour m'être exprimé à ce sujet. Sur ce qui se passe à Gaza. Beaucoup de musulmans m'ont contacté et m'ont dit à quel point cela comptait pour eux. Beaucoup de personnes qui peut-être étaient auparavant incertaines à mon sujet. Et j'espère que mes valeurs sont plus claires maintenant. Oui, j'apprécie vraiment cela. Anonyme écrit « Appelle-moi un Scott Swiftie ». Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je suis un Scott Swiftie. Je ne suis pas encore un Taylor Swiftie, mais je suis un Scott Swiftie. J'adore un parent sans filtre. Alyssa écrit. J'ai dit ça à propos de Ryan Reynolds il y a des semaines. Candice, tu as lu mon super chat en direct à ce sujet. Je savais qu'il allait la sacrifier. Tu l'as fait. Je me souviens effectivement d'avoir lu ce super chat en direct. Et je pense que j'ai dit la même chose, à savoir que ce serait bien son genre. Et tout ce que nous avons vu montre clairement qu'il ne sera certainement pas quelqu'un qui accepte la responsabilité ou les conséquences de ses propres actes.
Très bien, les amis. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez précommander Making a Sandwich sur notre site web. Vous pouvez aussi trouver nos produits antiféministes sur notre site alors que nous nous préparons pour la sortie de ce livre. Je vais dire que je vous retrouve dans 1 semaine et demie, mais je suis sûre qu'il y aura encore des nouvelles d'ici là. J'ai envie de revenir pour partager quelques nouvelles légères. Et, vous savez, imaginez-moi si je vous manque. Imaginez-moi en train de pleurer à cause des flatulences de bébé et j'espère que ça vous fera sourire. C'est ce que je fais en ce moment. Je veux juste être honnête. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas joli, mais c'est le travail gratifiant que j'ai, être maman. Je vous retrouve dans 1 semaine et demie.